Les infanticides sont commis la plupart du temps par des mères ou par des nourrices, c'est-à-dire par des gens qui ont un lien affectif très fort avec les enfants qu'ils tuent. Et bien très souvent, il y a cette volonté, par exemple, enfin, quand on interroge les femmes, elles disent mais je l'ai fait pour le soulager ou pour me soulager ou pour que ça aille mieux, avec cette impression qu'on va avoir une prise sur le réel en éliminant l'objet de, voilà, de sa frustration ou l'objet de ce qui nous empêche d'accéder à notre fantasme. Mais néanmoins, nous, le lecteur, nous perçons ce masque car nous savons déjà ce qui va suivre. Elle ne laisse rien transparaître de son mal-être. Mais il y a vraiment un mal-être qui, moi, me rappelle aussi, et c'est pour ça que je parlais de honte, d'ennui, de lassitude, qui me rappelle certains romans de Moravia, par exemple, Les Indifférents, L'ennui, Le mépris, ou qui me rappelle ces films des années 50, les films de Ascenseur pour l'échafaud, de Louis Malle, ou les films de Chabrol. Ce moment, cette espèce de réminiscence de cet ennui existentiel, cette espèce de grève existentielle, hein, parce qu'elles sont dans une grève existentielle, toutes les deux, en fait, dans ces romans-là, dans ces films. Je ne crois pas que le spectateur ou le lecteur soit véritablement complice, mais en tout cas, j'avais, c'est sûr, envie de le placer dans une position très ambiguë. C'est-à-dire que je voulais que d'emblée, le lecteur soit un petit peu mal à l'aise, qu'il ressente une forme d'inconfort, qu'il ressente une forme d'inquiétude aussi, puisqu'il sait d'emblée ce qui va se passer. Lui a un regard beaucoup plus presque paranoïaque vis-à-vis de la nounou, puisqu'il se doute bien qu'elle va finir par révéler son vrai visage. Par moments, j'avais envie aussi que le lecteur se mette à douter, qu'il se dise que peut-être je l'avais embarqué sur une fausse piste et que finalement cette nounou n'allait pas être si monstrueuse que ça. Donc il y avait un rapport de jeu avec le lecteur, et il y avait aussi la volonté finalement, en instillant cette inquiétude, en instillant cet affolement, il y avait deux choses pour moi qui étaient importantes. La première, c'est un rapport, un contrat de lecture entre le lecteur et moi, qui fait que le lecteur était obligé d'avoir une lecture très engagée. Il ne peut pas être passif. C'est un livre qu'on ne peut pas lire, je pense, comme un pur divertissement ou comme ça. Finalement, on est obligé de s'engager dans la lecture, d'aller chercher les détails, de devenir soi-même une espèce d'enquêteur. Et je me disais que finalement, c'était aussi en lien avec le fond du livre, parce que c'est aussi l'histoire d'un aveuglement, c'est aussi l'histoire de gens qui vont engager quelqu'un et qui vont ne se rendre compte de rien, et qui vont pas faire attention aux petits détails de la vie quotidienne qui, du point de vue du lecteur, parce que lui connaît la fin, sont en fait énormes. Et c'est une manière de dire au lecteur, peut-être que ce que vous ne voyez pas dans votre propre vie, là vous allez lui donner une teneur, une importance beaucoup plus grande. Et finalement aussi le fait d'écrire un roman sur un sujet aussi banal, aussi quotidien, aussi prosaïque, il fallait trouver aussi le moyen de lui donner une teneur narrative, une profondeur narrative. On a photographié la scène de crime. La police a relevé des empreintes et mesuré la superficie de la salle de bain et de la chambre d'enfant. Au sol, le tapis de princesse était imbibé de sang. La table allongée était à moitié renversée. Les jouets ont été emportés dans des sacs transparents et mis sous scellés. Même la commode bleue servira au procès. La mère était en état de choc. C'est ce qu'ont dit les pompiers, ce qu'ont répété les policiers, ce qu'ont écrit les journalistes. En entrant dans la chambre où gisaient ses enfants, elle a poussé un cri des profondeurs, un hurlement de louve. Les murs en ont tremblé. La nuit s'est abattue sur cette journée de mai. Elle a vomi et la police l'a découverte ainsi, ses vêtements souillés, accroupie dans la chambre, hoquetant comme une forcenée. Elle a hurlé à s'en déchirer les poumons. L'ambulancier a fait un signe discret de la tête, ils l'ont relevée malgré sa résistance, ses coups de pied. Ils l'ont soulevée lentement et la jeune interne du SAMU lui a administré un calmant. C'était son premier mois de stage. L'autre aussi, il a fallu la sauver, avec autant de professionnalisme, avec objectivité. Elle n'a pas su mourir. La mort, elle n'a su que la donner. Enveloppés dans des doudounes qui les empêchent, les bambins courent comme de grosses poupées japonaises, le nez dégoulinant de morve, les doigts violets. Ils soufflent de la fumée blanche et s'en émerveillent. Dans les poussettes, les bébés harnachés contemplent leurs aînés.
Peut-être certains en éprouvent-ils de la mélancolie, de l'impatience. Ils ont hâte, sans doute, de pouvoir se réchauffer en grimpant sur le portique en bois. Ils piaffent à l'idée d'échapper à la surveillance des femmes qui les rattrapent d'une main sûre ou brutale, douce ou excédée, des femmes en boubou dans l'hiver glacial. Il y a les mères aussi, les mères au regard vague, celles qu'un accouchement récent retient à la lisière du monde et qui, sur ce banc, sent le poids de son ventre encore flasque. Elle porte son corps de douleur et de sécrétion, son corps qui sent le lait aigre et le sang, cette chair qu'elle traîne et à qui elle n'offre ni soin ni repos. Il y a les mères souriantes, radieuses, les mères si rares que tous les enfants couvrent des yeux. Celles qui n'ont pas dit au revoir ce matin, qui ne les ont pas laissées dans les bras d'une autre, celles qu'un jour de congé exceptionnel a poussées là, et qui profitent avec un enthousiasme étrange de cette banale journée d'hiver au parc. Les hommes, il y en a, mais plus près des bancs du square, plus près du bac à sable, plus près des bambins, les femmes forment un mur compact, une défense infranchissable. On se méfie des hommes qui errent, de ceux qui s'intéressent à ce monde de bonnes femmes. On chasse ceux qui sourient aux enfants, qui regardent leurs joues replètes et leurs petites jambes. Les grands-mères le déplorent, avec tous les pédophiles qu'il y a aujourd'hui. De mon temps, ça n'existait pas. De diffuser, en fait, de communiquer sur ces histoires-là, est-ce que ça va pas mettre des idées dans la tête des gens et peut-être pas avec cette histoire, mais c'est ce qu'on voit aussi, vous êtes journaliste aussi, donc avec les médias, enfin, de diffuser en fait des choses sordides, horribles. Est-ce qu'on a l'impression que du coup, il s'en passe plus, ou alors peut-être que les réseaux, enfin, la communication va plus vite et du coup, enfin, il s'en passe autant qu'avant, mais on est au courant plus rapidement. Vous avez été enfant. Est-ce qu'on vous a lu des histoires quand vous étiez petite? Oui, que voilà, des belles vous histoires. connaissez les contes. Bon, dans les contes, très souvent, les parents meurent, abandonnent les enfants, les tuent. Ces contes, les enfants sont mangés par des ogres, mis dans des fours par des sorcières. Ces contes, on les raconte à tous les enfants du monde, qui les raconteront eux-mêmes à leurs enfants. Et ce sont des histoires terribles qui ne sont pas pour autant, je ne crois pas, à l'origine des crimes que l'on commet. La littérature, elle n'est pas là finalement, on ne peut pas la mettre sur le même plan que le discours médiatique ou qu'un discours social ou sociologique. La littérature, elle est là pour essayer de capter quelque chose aussi d'immémorial et d'universel dans l'âme humaine ou dans les rapports humains. Le jour où on devient mère, je pense que toutes les femmes font cette expérience, le jour où on devient mère, il y a quelque chose de l'ordre d'une inquiétude, d'une terreur immense qui s'empare de nous, avec laquelle il faut vivre, avec laquelle on est obligé de vivre, dont on ne peut pas parler tout le temps, qui est presque tabou, qu'on doit garder sous silence parce que sinon elle nous dévore. Mais cette terreur-là, cette inquiétude, elle est pour moi le moteur aussi du récit enfantin. C'est pour ça qu'on raconte des histoires aux enfants. C'est pas seulement pour les rassurer eux, c'est aussi pour nous rassurer nous. C'est une catharsis de toute cette terreur qu'il y a dans la relation d'une mère à son enfant. La terreur de se perdre, la terreur de la maladie, la terreur de la mort. Et c'est sur ça que repose le récit. Donc je pense qu'il faut le regarder, voilà, il faut le regarder comme ça, le récit.